et bienvenue, ravi de vous retrouver dans votre émission L'Instant Matin. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Jalila Tahari. Donc, elle est docteure holistique et nous allons un petit peu aujourd'hui explorer qu'est-ce que la médecine holistique, que cette médecine ne sépare pas le corps de l'esprit. Généralement, c'est cette idée-là que nous avons, mais nous allons approfondir le sujet avec mon invité qui est là, Jalila Tahari. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va et vous? Alhamdoulilah, ravie de vous recevoir dans l'Instant Matin. Merci beaucoup, je suis ravie d'être ici. Merci pour l'invitation. Alors, vous avez un métier qui est passionnant et on va essayer un petit peu d'expliquer, de donner un peu plus de détails aux téléspectateurs. On a des idées un petit peu comme ça, on va dire une petite approche, mais pas avec vous. On va essayer d'avoir un peu plus de précision. Qu'est-ce que la médecine holistique exactement? Alors oui, c'est vrai, j'ai un métier qui est tout à fait passionnant parce que je suis en contact direct avec les patients, pas que, avec les gens en général. Et donc en fait, la médecine holistique ou toute approche holistique a pour but de prendre le patient dans sa globalité. C'est-à-dire qu'il y a le corps qui s'exprime à travers ses symptômes, mais il y a aussi ce lien qu'on fait avec l'esprit et le mental. Alors quand je parle de mental, je parle de tout ce qui est pensée, émotion, donc les émotions qui ne sont rien d'autre qu'une conséquence des pensées que nous avons, mais il y a aussi le mode de vie de la personne et tout l'environnement dans lequel il est. Et donc en fait, cette approche holistique ou la médecine holistique en général, ou toutes les thérapies holistiques en général, ont pour but de ne pas s'arrêter à la symptomatologie ou aux symptômes que décrit le patient, mais plutôt de prendre l'équilibre dans sa globalité et prendre le patient tel qu'il est dans sa vie de tous les jours pour essayer de lui trouver des solutions et de l'aider à améliorer sa qualité de vie. D'accord. Voilà. Donc, quand vos patients viennent vous voir, comment un petit peu vous leur présentez les choses? Parce que généralement, quand on va chez le médecin nous dit comment allez-vous, on va répondre machinalement bien ou pas vraiment bien. Mais après, on va systématiquement se focaliser sur la maladie, la douleur ou l'objet pour lequel on est venu. Mais comme vous dites, jamais le côté de l'esprit, de la personne, du mental et tout. Exact. Alors en fait, il faut dire que moi, je pratique comme étant coach en neurosciences et en prise en charge holistique. Donc quand on vient me voir, les personnes savent ou je leur explique que je ne suis pas dans la prescription. C'est-à-dire que le patient vient déjà accompagné. Je peux prescrire, je suis médecin, mais je ne prescris pas dans le cadre de la médecine holistique. Je suis plutôt dans une autre approche qui est, comme je vous avais expliqué au début, avec votre première question, qui était plutôt le bien-être et plutôt avoir cette approche esprit, mental et corps. Donc les patients, quand ils arrivent, ils sont déjà au courant. C'est des patients qui m'ont déjà contacté via les réseaux sociaux ou qui ont entendu parler de mes pratiques et de ma façon de faire. Donc ils viennent, ils ont besoin d'un peu plus d'informations, donc je leur explique un peu plus et je vois quel est le protocole de la thérapie qui leur conviendrait et comment est-ce qu'on pourrait avancer, les accompagner dans leur cheminement. Et donc, en quoi la médecine holistique se distingue de la médecine traditionnelle? Alors, pour moi, la médecine holistique est la médecine, on va dire médecine conventionnelle. Ou comme j'appelle l'appeler, la médecine newtonienne, parce qu'on nous l'a vraiment apprise quand vous faites médecine, c'est vraiment selon les règles de Newton, c'est qu'elles sont complètement complémentaires pour moi. La médecine, il n'y a pas lieu de dire est-ce que la médecine conventionnelle est bien ou pas. Elle est obligatoire. Le médicament est bon, une prise en charge habituelle est nécessaire, mais la médecine holistique vient complémenter tout ce qui a été fait en parallèle. Et donc, au fait, si vous voulez, la médecine holistique va venir comprendre les raisons pour lesquelles il y a ce déséquilibre dans le corps et comment est-ce qu'on va pouvoir accompagner de façon durable et pérenne le patient à travers sa maladie, à travers son histoire, à travers ses symptômes, pour pouvoir lui permettre une amélioration de la qualité de vie ou comprendre certaines choses par rapport à lui, par rapport à son psyché, grâce à la maladie. J'utilise l'expression, le mot grâce avec beaucoup de conviction parce que ça peut choquer parfois, mais très souvent la maladie est une cloche d'éveil pour nous dire attention, il y a quelque chose de pas normal dans ta façon de réfléchir ou dans ta façon de voir la vie. Donc, faut peut-être capitaliser, profiter de ce moment-là qui peut paraître difficile pour pouvoir s'ouvrir, s'éveiller, comprendre certaines choses sur lesquelles je peux accompagner et nous pouvons accompagner les patients. Justement, quand on prend le mot maladie, donc le mal a dit, il y a quelque chose qui a été dit, ça veut dire qu'il faut écouter. Ah, exactement. Donc il y a de l'écoute et il y a de la recherche derrière. Exactement, il y a de l'écoute, il y a de la contemplation, il y a une façon de voir, il y a une façon de... justement, j'apprends dans mes thérapies
aux patients et aux coachés en général, d'être dans cette introspection, de se reconnecter au corps avant tout. Parce qu'on se plaint de son corps, mais on ne connaît pas notre corps. Absolument. Notre corps nous accompagne du matin au soir, durant les années, durant notre évolution, etc. Et donc nous sommes dans cette déconnexion totale, ne serait-ce que de notre respiration. Et vous savez que les études aujourd'hui sont claires. Lorsqu'on travaille, lorsqu'on fait des exercices d'observation, de méditation, de pleine conscience, ou ne serait-ce de concentration sur la respiration, l'effet est immédiat au bout de quelques jours de travail, au bout de quelques semaines. Il y a une amélioration de chiffre de la tension, il y a une amélioration de l'inflammation, il y a une amélioration de l'état immunitaire en général. Donc comment peut-on essayer de traiter un corps alors que nous sommes complètement déconnectés de cette enveloppe qui est nous du matin au soir. C'est un petit peu, on va dire, comme par exemple une voiture on arrive le matin, on démarre, on s'en va, on conduit, on vient, on la gare et on s'en va, sans jamais prendre le temps de regarder ce qui est à l'intérieur, ce qui ne marche pas, peut-être des révisions, c'est un petit peu dans cet esprit-là. C'est complètement ça. Alors, je vais même utiliser votre exemple parce qu'il est juste parfait. Je pense que je vais l'utiliser pour mes réseaux sociaux et même avec mes patients. Parce que c'est pas que comment est-ce que j'utilise ma voiture. Il va falloir de l'entretien. Il va falloir lui mettre, si c'est une voiture à gasoil, je ne vais surtout pas me permettre de lui mettre de l'essence à la place du gasoil ou du silrez. Et que surtout, il faudrait que j'apprenne à être conducteur de ma voiture parce qu'elle m'appartient et non pas être passager de ma voiture parce qu'elle m'appartient. Et donc c'est vraiment tout ça la médecine holistique, c'est vraiment remettre le patient, remettre la responsabilité au patient en lui disant écoute, moi je suis là, je suis capable de t'offrir plusieurs outils et qu'aujourd'hui la médecine conventionnelle est très importante mais elle n'est pas là, c'est pas possible. Donc il n'y a pas de concurrence, il faut bien le préciser qu'il n'y a pas. Quand vous en tant que médecin, donc, vous n'avez pas de temps en temps, on va dire un petit peu en compétition un petit peu entre les deux? Absolument pas. Je pense qu'au contraire que ma formation médicale stricte, carrée, de par l'université de médecine, m'a permis d'avoir un esprit très critique et m'a permis justement de ne pas croire tout et n'importe quoi. Alors aujourd'hui, je suis praticienne en thérapie énergétique, mais je ne pratique pas si ce n'est pas prouvé par la science. Très bien. Et je n'avancerai aucun argument au patient si je n'ai pas un argument scientifique derrière tout ça. Donc c'est pour ça que non, pas du tout. Et je pense que ça rassure aussi beaucoup de personnes qui viennent me voir et beaucoup de patients en se disant, bon, elle est médecin et donc même mon discours, je peux parfaitement vous parler d'ego, de subconscient, d'énergie, de reiki, de vibration, de champ électromagnétique. Et en contrepartie, je viendrai vous donner un argument médical avec. Je pourrais parfaitement vous parler de chakras, mais je vous donnerai une explication médicale et scientifique à tout ça. Je pourrais les corréler avec ce qu'on appelle des plexus nerveux. Nous avons tous entendu parler, par exemple, du plexus solaire, qui n'est rien d'autre qu'un plexus qui existe. Donc, c'est une espèce de contingent, si vous voulez, une espèce de rond-point. C'est comme ça que je l'explique à mes coachés, à mes patients. C'est un rond-point avec des neurones afférents et déférents qui vont aller vers et venir de plusieurs organes. Et c'est pour ça que, par exemple, si nous avons une atteinte un blocage au niveau de notre plexus solaire, on va ressentir des symptomatologies au niveau du diaphragme, une gastrite, un reflux gastrite, etc. Tout est aujourd'hui, la science explique. Si on ne le sait pas, c'est parce qu'on ne l'a pas lu. Donc voilà. Donc au contraire, la science ma formation m'a permis de mettre des balises, de baliser tout ça. Complémentaire. Absolument. Voilà. Il faut dire aussi que la médecine moderne aujourd'hui est ce qu'elle est, mais il y a, on va dire, presque pratiquement des milliers d'années, les premières civilisations, à l'aube des anciennes civilisations, il y avait cette comme vous dites, entre l'esprit et le corps, ce lien qu'ils ont toujours essayé de garder. Complètement. Vous savez, mes formations que j'ai faites en termes de médecine holistique et en termes on va appeler de la psychologie spirituelle parce que c'est beaucoup de l'ego, du subconscient, etc. Et en neurosciences, m'ont permis d'avoir une vision beaucoup plus douce de la formation médicale que j'ai eue. Parce que oui, il y a eu toutes ces sciences ancestrales. Il y a aujourd'hui la médecine chinoise, il y a l'acupuncture, etc. Mais aujourd'hui, encore une fois, on revient vers cette union sacrée entre le corps et l'esprit, qui ne sont absolument pas dissociés. Nous savons aujourd'hui que l'esprit, que notre tête, notre cerveau ont un impact direct sur notre corps. Lorsque vous faites une formation médicale conventionnelle dans une université médicale, quelle que soit l'origine de cette université, on vous parle
de l'impact du stress sur la tension artérielle, sur le diabète, sur l'immunité, sur l'inflammation, etc. Mais on ne vous donne pas de cause et on ne vous donne pas de moyens pour accompagner. Ça reste très abstrait. C'est-à-dire que la médecine conventionnelle nous a formés à dire aux patients, fais attention, tu dois gérer ton stress. Oui, mais le patient aujourd'hui ne sait pas gérer son stress. Non, c'est vrai, on ne peut pas savoir. On ne peut pas gérer son stress. La médecine conventionnelle ne m'a pas appris que nous avions 93 000 à 95 000 pensées par jour. Et comment faire pour gérer ces pensées? Et suis censée gérer ces pensées? Et qu'est-ce que la méditation? Et qu'est-ce que la pleine conscience? Et y a-t-il d'autres outils à part le médicament et la prescription médicale? Donc la médecine conventionnelle, comme vous l'appelez actuellement, ne nous apprend pas à prendre en considération tous ces plans, tous ces points de vue qui sont très importants et qui forment le patient dans sa globalité, encore une fois. Donc, alors, si par exemple vous deviez nous donner quelques conseils, quelles sont par exemple les erreurs courantes que nous faisons quand on dissocie un petit peu l'esprit du corps? On le fait très souvent, peut-être inconsciemment, et peut-être prendre un petit peu... Comment prendre le temps, en fait, d'essayer de soigner notre esprit? Alors déjà, il faut prendre son temps, comme vous dites. On s'attend très souvent que ça soit assez rapide, ça ne va pas se passer rapidement. Lorsqu'une maladie ou une atteinte, ne serait-ce qu'une angoisse ou n'importe quel symptôme, pour que ça apparaisse, ça met du temps. C'est-à-dire qu'il y a eu un processus qui se déclenchait dans le corps et qui a pris du temps, qui a commencé à mijoter à l'intérieur pour qu'après on puisse le voir et pour que le corps l'exprime à travers un symptôme. Donc pour pouvoir revenir dans son corps, ça va prendre du temps. Pour moi, la pleine conscience et l'observation sont les outils clés que je conseille à tout le monde, qu'il y ait maladie ou pas. C'est-à-dire apprendre le matin, déjà au réveil, dès qu'on ouvre les yeux, oublier le téléphone. D'accord. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va juste passer le jingle. Allez-y. Et on revient, on continue un petit peu les conseils. De retour dans l'instant matin, donc vous étiez en train de nous dire que quand on se réveille le matin, la première des choses qu'on fait, c'est vrai qu'on va vers nos téléphones. Alors que c'est une erreur. Alors que c'est une erreur parce que le matin, le cerveau vibre à des ondes alpha qui sont les ondes de la méditation et de l'hypnose. Donc vous avez plusieurs types d'ondes dans le cerveau. Et les ondes alpha et les ondes θ sont vraiment les ondes les plus lentes. C'est les ondes de l'hypnose et de la méditation, comme je disais. Donc lorsqu'on se réveille le matin et qu'on active notre cerveau avec des écrans, on se retrouve en hyperactivité. On se retrouve donc déjà dès le matin, alors que normalement... Dès le matin, alors que non. Le matin, on est supposé prendre le temps dans le lit. Quand je dis le temps, je parle de 3-4 minutes où on se réveille le matin, j'inspire, j'expire. C'est-à-dire que je ressens vraiment cet air frais qui rentre à travers mes narines. J'arrive dans le corps, puis quand ça ressort, l'air devient chaud. Je le fais 3-4 fois. Puis j'apporte l'attention à mon corps. Je bouge doucement mes orteils, je bouge doucement mes chevilles, mes genoux, mes hanches, ma tête. Ceci va nous permettre de replacer l'esprit dans le corps et donc entamer la journée dans la conscience absolue. C'est une reconnexion dans le corps, avec le corps, excusez-moi. Oui. Donc on est dans cet éveil le matin et on est dans cet état d'homéostasie totale. Donc déjà, commencer sa journée de la sorte. Lorsqu'on se brosse les dents, lorsqu'on se lave le visage, commencer à ressentir cette sensation de la brosse à dents contre la gencive et les dents et ne pas être dans cette espèce de frénésie, dans cette espèce de mouvement exactement. Donc c'est apporter de la lenteur à ce qui est déjà dans notre corps. Ça déjà c'est une habitude qu'on devrait s'octroyer et faire le matin. Donc ne pas démarrer le matin sur les chapeaux de roue. Absolument, ne surtout pas parce qu'on est dans un pic de cortisol le matin. Il y a déjà une sécrétion de cortisol qui est normale. Le matin si votre médecin vous demande de faire un prélèvement de cortisol, ça se fait le matin parce que le matin le cortisol est déjà à son maximum. Donc il ne faut surtout pas aller vers les écrans ou aller vers un réveil brutal ou prendre son café 1 heure tout de suite après le réveil. Tout ça, c'est des façons de faire qui sont complètement erronées. Et puis, lorsqu'il y a une réaction... on est pratiquement tous dans ce ça, genre d'erreur. parce qu'il y a cette espèce d'hamster, je vous ai dit, on a 98 000 pensées par jour, ce qui est énorme. On n'en est pas conscient, on n'en est absolument pas conscient. Et puis, vous savez, là, par exemple, dans notre discussion, vous à moi, est-ce que vous êtes dans votre corps? C'est-à-dire que quand vous me parlez, est-ce que vous êtes conscient de la position de votre corps? Est-ce que vous êtes conscient de comment est votre colonne vertébrale? Est-ce que vous ressentez votre hanche? Absolument pas. Est-ce que vous ressentez
si votre corps, si votre tête bascule vers la droite ou vers la gauche, votre coude est posé, votre coude gauche, est-ce que votre coude est complètement posé sur la coudoir ou pas? Là, vous avez croisé vos doigts, est-ce que vous ressentez ce croisement? Est-ce que vous ressentez la peau de vos mains? Pas du tout. Et c'est ce que j'apprends à mes patients. Et donc, ceci s'appelle de la pleine conscience. Ceci est une forme de méditation. Et je vous dis, encore une fois, les études sont probantes et elles sont publiées. Ceci a un effet immédiat, que ce soit sur la santé mentale, que ce soit sur la biologie en général, que ce soit sur comment est-ce qu'on ressent une douleur chronique, que ce soit sur la neuroplasticité aussi, parce que je suis passionnée de neurosciences, et je peux vous assurer que la méditation et l'observation ont pour effet ce qu'on appelle un épaississement du cortex préfrontal, qui est la zone, en fait c'est la zone au niveau l'avant du cerveau, et qui est la zone de la concentration, la zone de la prise de décision, les émotions. Et en parallèle, on peut dire que la prière est une forme, on va dire, excellente et complète de concentration. Complètement. Toute forme de pratique spirituelle l'est. Maintenant, faut-il faire sa prière comme on dit nous, avec, dans la pleine conscience. Dans la pleine conscience, dans exactement. La pleine conscience. Et ne surtout pas la faire dans un état de robot, parce qu'on est obligé de le faire, parce que sinon là, c'est vraiment le mental qui va reprendre le dessus, et on se retrouve dans cet état d'inconscience ou de non-conscience, comme on l'appelle. Et donc, votre prière ou votre pratique spirituelle n'aura pas le même effet, en tout cas le même effet sur votre corps. Mais les études sont là. Ça a été prouvé. Ça a été prouvé, oui, les pratiques spirituelles. Quelles sont encore d'autres erreurs que nous faisons? Bon, déjà, la première, celle du matin, donc on va très vite, on se lève vraiment toujours pratiquement dans la précipitation, bon, pas peut-être pour tout le monde, mais en fait, ralentir un petit peu. Ralentir complètement. Se réveiller peut-être juste un peu avant pour ne pas tomber dans ce schéma. Absolument, pouvoir se réveiller le matin, mais faut-il encore pouvoir dormir le soir? Parce que le corps a besoin de ce repos-là, les organes ont besoin de se reposer. Comme je vous ai dit, se reconnecter à son corps, être conscient de sa position, être conscient des tensions, des différentes tensions, mettre des rappels dans son téléphone par exemple, toutes les heures ou toutes les 1h30, et se dire ok, rappel c'est est-ce qu'il y a une tension dans mon corps? Je ferme les yeux, j'inspire, j'expire. Est-ce que je ressens une tension? Je fais une espèce de scanner dans le corps. Est-ce que je ressens une tension quelque part? Est-ce qu'il y a un appel de mon corps? Est-ce que mon corps me parle aujourd'hui? Est-ce que j'ai mal quelque part? Est-ce que je ressens une émotion? Un autre conseil aussi qui est dans la pleine conscience, c'est lorsqu'on nous parle. Moi, par exemple, en vous parlant, je suis tout à fait consciente de ce qui se passe dans mon corps. Je vous parle, mais je suis consciente, j'ai le focus qui est sur moi. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas vous, mais c'est ce qui se passe en moi. Donc, si par exemple demain je me dispute, je me prends la tête avec mon époux, même si c'est lui qui est fautif, parce que c'est toujours lui qui est fautif, oui. Donc, même si c'est lui qui est fautif, mais ce qui m'importe, c'est ma réaction. C'est qu'est-ce que cela me fait à moi. Parce que si cela me fait quelque chose, c'est que je suis dans l'inconscience. C'est-à-dire que je me mets dans une situation de victime. Donc, il y a quelque chose en rapport avec mon schéma de réflexion qui fait que je réagis de la sorte. Parce que si c'est lui qui était fautif, il est fautif. Mais qu'est-ce que cela crée en moi est très important. Donc cela va me permettre d'avoir une information sur ma façon de réfléchir, sur comment est-ce que mon corps réagit, sur où est mon émotion. Qu'est-ce que cela crée en moi? Mon émotion, est-ce que je la sens quelque part? Il a été prouvé aussi, il y a des études qui ont prouvé que avoir de la pleine conscience par rapport à son émotion, c'est-à-dire que du moment où vous êtes en discussion avec quelqu'un et que vous ressentez de la colère, avant de réagir, vous mettez cette espèce d'intervalle de conscience où vous mettez je ressens de la colère sans aucun jugement. Je ressens de la colère. Où est-ce que je la ressens? Vous la placez dans votre corps. Essayez de lui donner un goût, essayez de lui donner une forme, essayez de lui donner une couleur. Va vous permettre de diminuer votre taux de cortisol dans les 3 secondes qui suivent. Donc même votre réaction va complètement changer. Et donc le cours de votre vie va complètement changer. Et donc c'est vraiment une façon d'être. Mais ça se pratique. C'est vraiment une reprogrammation, c'est retravailler sur cette neuroplasticité pour pouvoir implémenter ces nouvelles habitudes et pouvoir changer. Et c'est ce qui va changer le cours de votre maladie et c'est ce qui va changer le cours de la symptomatologie et de cette expérience corporelle, que vous expérimentez, que vous vivez à travers votre maladie. Voilà. Donc, à vos patients, généralement, comment est le premier contact quand on vient vous voir? Ça se passe comment? Alors ça dépend de la personne vraiment. Et très souvent les gens me disent par quoi dois-je commencer?
Et je leur dis, quand vous voulez. Parce que les gens, même si très souvent me contactent via les réseaux sociaux, donc il y a déjà une discussion, soit au téléphone, soit par donc message. Il y a déjà la prise de contact. Il y a déjà une prise de contact. En fait, je préfère avoir une prise de contact avec les personnes pour voir s'il y a ce feeling qu'il y a. Je ne veux pas que la personne vienne me voir en se disant c'est une médecine conventionnelle et donc je vais voir un médecin qui va juste me prescrire une ordonnance. Absolument pas. C'est vraiment s'il y a quelque chose qui doit se créer entre nous, il faut se dire que c'est un accompagnement qui va être fait. Et donc je préfère que la personne soit présente et qu'elle soit prête pour cela. Donc c'est pour ça que je préfère avoir un contact avant. Et donc lorsque la personne arrive, la personne est très souvent un peu mal à l'aise parce qu'elle ne comprend pas trop qu'est-ce qu'elle est supposée me raconter, etc. Voilà, mais dès les premières secondes, dès les premières discussions, j'essaye un peu de sortir la personne de sa zone de confort pour lui expliquer le type de discussion qu'on va avoir. J'ai besoin aussi de comprendre où est l'ego de la personne, quels sont les schémas de réflexion de la personne, chose que j'arrive à avoir assez rapidement. Vous savez, quand une personne vient me dire ma belle-mère me dit ça, je comprends tout de suite que même si la belle-mère j'aurais pas voulu avoir sa belle-mère, mais il y a quand même un profil de victimisation quelque part. Donc j'essaye un peu de discuter avec la personne pour essayer de comprendre ses schémas de réflexion, pour ressentir son corps, pour voir où est le malaise. La position de la personne aussi, du patient me parle beaucoup. Si les épaules sont contractées, si les épaules sont vers le haut, j'essaye de poser des questions par rapport à des antécédents médicaux aussi, parce que la maladie exprime beaucoup de choses, tout dépend du profil de la personne. Donc voilà comment est-ce que ça se passe, mais c'est assez... Et quand par exemple quelqu'un vient vous voir avec une maladie chronique, vous avez une méthode différente on va dire d'une autre maladie, je sais pas, par exemple d'une entorse ou quelque chose on va dire de plus simple? Alors oui, il y a plusieurs études, il y a plusieurs outils, plusieurs façons de lire ce qu'on appelle la lecture du subconscient ou la lecture des mots. MAUX. Tout dépend. En fait, il y a une projection au niveau du cerveau, il y a des projections de la douleur par rapport à la localisation du cerveau. Donc, c'est beaucoup de spiritualité mélangée à beaucoup de psychanalyse. D'ailleurs, Freud était l'un des premiers à parler de cette localisation dans le corps des maladies. Si on parle de genoux, par exemple, on parle d'une difficulté on n'est pas très flexible par rapport au flot de la vie. Vous savez, on est assez rigide, avec une réflexion assez rigide. Si on a des douleurs à l'épaule, c'est qu'on a beaucoup trop de responsabilités ou on se donne beaucoup trop de responsabilités à nous-mêmes. Oui. Mais bien entendu, encore une fois, je dis, ceci doit être pris en charge en parallèle avec une prise en charge médicale pour qu'il y ait une prise en charge totale et optimale du patient. Voilà. Alors on arrive presque à la fin de notre émission. Quels conseils on pourrait donner à nos téléspectateurs? Alors je voudrais expliquer aux patients, aux téléspectateurs en général, même si c'est juste des personnes qui ne sont pas malades, vous êtes acteurs principaux de votre vie. Donc, il y a la médecine conventionnelle qui est très importante. Il faut absolument aller consulter le médecin, mais n'oubliez pas qu'il y a une multitude d'outils en parallèle et qui sont là et qui peuvent vous permettre de reprendre ce pouvoir sur vous-même. Donc, la reconnexion à vous-même, l'amour inconditionnel envers vous-même, l'observation, le corps, l'hygiène de vie, la pratique sportive, la respiration, etc. Donc, ne vous contentez pas de ce que vous donne votre médecin, c'est très important, commencez par votre médecin, mais posez-vous les bonnes questions. Et personne ne peut vous enlever ou vous octroyer ce pouvoir que vous avez sur vous-même et ce pouvoir de retrouver un équilibre de vie, une santé éclatante et voilà. Voilà, donc être un bon conducteur de son propre corps. Véhicule. Voilà, de son véhicule, de son propre corps. Exactement. Très bien, en tout cas, merci beaucoup. C'était passionnant. Merci beaucoup. Je me lèverai différemment le matin à partir d'aujourd'hui. S'il vous plaît. Je vous le promets. Voilà, on arrive à la fin de notre émission. C'était l'Instant Matin. J'ai été ravie de vous accompagner. Je vous dis, bien entendu, les programmes de Canal Algérie continuent. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt, Inch'Allah. Au revoir.